Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence des femmes en finance. Je suis Charlène Nguigui, je suis coordinatrice du collectif Olympe et étudiante en dernière année à l'EM Lyon. Et je vais laisser la parole à mes collègues de Paris, à Marie surtout. On m'entend pas. Si. Charlène ? Bon. Oui. C'est bon, tu m'entends très bien ? Ok, donc bonjour à tous. Donc je suis avec Charlène Nguigui au sein du collectif Olympe. Donc je l'ai intégré il y a environ 1 an maintenant. Voilà, donc bienvenue aujourd'hui pour le jour des femmes. Donc aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet qui est plus ou moins d'actualité. Cette conférence concerne donc le sexisme en finance, la place des femmes, le rôle des femmes en finance. Elle résulte d'une initiative donc, qui a été lancée conjointement par Primodial, le Career Center de l'EM Lyon Business School et le collectif Olympe lui-même. Donc nous allons présenter dans un premier temps les intervenantes de qualité qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui, d'être présentes à Paris dans ce beau campus de l'EM Lyon Business School. Et merci aux intervenantes également qui sont donc au sein de l'IBM Hall à Écully pour cette conférence animée par Charlène. Alors, suite à quoi nous allons présenter les 3 thèmes dans le cadre de cette conférence sur la place des femmes dans la finance. Donc, le thème sur le contraste entre nature et culture, le management en finance et enfin le rôle des modèles féminins dans la société. Merci beaucoup Marie. Donc du coup, un tout petit mot avant de commencer sur le collectif Olympe. Donc on a un collectif de promotion de l'égalité homme-femme qui a été créé il y a à peu près 2 ans à EM Lyon et qui comprend aujourd'hui à peu près une 60aine d'étudiants et une 15aine de professeurs. On travaille avec l'administration et le programme Grande École sur tout simplement les représentations de la femme autant dans le milieu féminin que dans le milieu étudiant que dans le milieu professionnel. Et donc cette conférence se base un peu plus sur le côté professionnel et financier. Donc je vais laisser la parole à Marie pour la présentation du coup de EM Lyon et surtout de Primodial. Alors, l'EM Lyon est donc, je ne sais pas si vous le savez tous, mais donc la 4e école de commerce en France, très tournée vers l'entrepreneuriat. C'est une école qui est aussi engagée envers la question liée aux discriminations sexistes et très innovante dans sa manière de voir l'avenir et de surtout voir le rôle du management en entreprise. Et cette école est sans cesse amenée à se réinventer. Donc, d'où cette conférence, par ailleurs. Primodial, qui a été fondé en 1989, si je ne dis pas de bêtises, est un leader indépendant en gestion de patrimoine et en asset management, présent dans plusieurs pays d'Europe aujourd'hui. En 2014, 2016 et 2019, l'entreprise se revoit décerner le prix de la société la plus innovante du marché et obtient le label Happy at Work, non négligeable d'ailleurs, quand on sait que le travail prend beaucoup de place dans notre vie. Mais surtout, au sein de Primodial, ce sujet de la place de la femme, de la discrimination et éventuellement du sexisme est un sujet sensible. Ils se sentent très engagés et de par notamment une parité réussie entre travailleurs, femmes et hommes à 50-50. Merci Marie. Donc alors, avant de commencer les questions-réponses avec nos intervenantes, on va juste faire un petit point sur l'importance du sujet. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, l'INSEE a fait une étude dans les métiers de la banque et des assurances, montrant qu'en fait, l'écart de salaire atteint 24% sur les postes égaux ou similaires entre les femmes et les hommes. Et que malgré une étude qui est réalisée par Deloitte et Financiel qui montre qu'en fait, c'est un secteur qui est paritaire, donc il y a à peu près 50% de femmes, 50% d'hommes. En fait, plus on augmente dans la hiérarchie, plus les femmes sont sous-représentées. Et quand on arrive dans les postes en fait, de direction générale, il n'y a plus que 5% de femmes. Et pourtant, en fait, chaque année, les femmes sont mieux diplômées, plus nombreuses à sortir des écoles de commerce et des études supérieures. Et elles ont aussi des meilleurs résultats.
Et malgré ça, en fait, elles obtiennent le statut de cadre bien moins souvent que les hommes, que 56% des femmes qui sortent d'école de commerce ont le statut de cadre, contre 68% des hommes, tout simplement. Donc, il y a quand même des entreprises qui commencent à faire un peu bouger les lignes. Et c'est pour ça qu'on a ces intervenantes aujourd'hui. Et du coup, pour la Journée internationale des droits de la femme, on a décidé de vous parler un petit peu d'optimisme et de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans le secteur financier et de vous donner des bons conseils pour commencer votre carrière ou continuer votre carrière pour ceux qui sont déjà professionnels dans le secteur de la finance. Donc, je vais poser la toute première... Non, je vais passer la parole à Marie, qui va pouvoir introduire un tout petit peu rapidement le thème nature et culture et passer la parole à notre première intervenante. Non, pardon, oui, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises. Je vais passer la parole à notre première intervenante, du coup, qui va pouvoir se présenter donc, sur le campus parisien, donc Rachel de Valicourt, qui est directrice générale de la filiale Primonial Partners. Donc, si vous pouvez vous présenter... Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, parce que je vois qu'il y a des garçons. Bienvenue. Donc, moi, je suis très heureuse de votre invitation. Je vous en remercie. C'est vrai que c'est une belle idée, mais pour moi, c'est tous les jours la journée de la femme. Hein, je me limite jamais. Primonial, effectivement, pour d'abord commencer par là, est une entreprise qui a une parfaite équité et qui a toujours traité les femmes de façon très normale, on va dire, puisque pour moi, c'est très normal d'être une femme en finance et de travailler avec des hommes, des femmes. Donc moi, je m'appelle Rachel de Valicourt, je travaille chez Primonial depuis 10 ans et aujourd'hui, j'ai la chance de diriger effectivement, d'être directeur général, c'est une fonction, même si je suis une femme, d'une filiale dédiée au commerce auprès des conseillers en gestion de patrimoine. Donc on a à peu près 3000 clients, on collecte des sommes importantes et qu'on soit homme ou femme, on travaille de façon complètement identique et on a la chance, nous, on y reviendra peut-être plus tard, d'avoir des métiers qui sont liés à notre activité et à la performance. Donc, il n'y a pas d'écart salariaux quand je travaille, moi, avec mes collaborateurs. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas exceptionnel chez Primonial. Alors, je vais laisser la parole à Amandine Ayeret, directrice de territoire Lyon-Dauphiné, à la BNP Paribas, sur le campus d'Écully. Bonjour à tous. Donc, Amandine Ayeret, je travaille effectivement chez BNP Paribas. Ça a changé. En revanche, je suis responsable commercial entreprise et institutions au sein du centre d'affaires de Lyon. Donc, centre d'affaires qui accompagne tous les clients grandes entreprises sur le bassin du très grand Lyon, on va dire. Voilà, donc moi je suis ravie effectivement d'être avec vous aujourd'hui. Donc voilà, moi pour me présenter rapidement, j'ai commencé ma carrière par 6 ans de conseil en stratégie. Honnêtement, incubateur d'expérience génial, avec par contre un choix à faire au moment de la naissance de mon second. C'est devenu incompatible avec voilà, notre équilibre familial. Et donc, j'ai rejoint la banque un petit peu par hasard. Donc, je ne sais pas, voilà, on reviendra sur ce que vous mettez derrière, d'ailleurs, la notion de finance. Voilà, donc aujourd'hui, j'accompagne, je finance effectivement les projets des grandes entreprises avec mes collaborateurs. Et j'ai 2 petits points qui me tiennent à cœur en cette journée que je voulais vous partager. J'ai créé en fait le réseau mixte BDDFL, donc BNP Paribas L, qui vise à promouvoir la parité en entreprise avec des hommes et des femmes qui sont convaincus de la valeur ajoutée pour l'entreprise d'avoir un bon fonctionnement paritaire. Première chose. Et deuxième chose, en tant que dans le réseau des anciens de l'école de commerce à laquelle j'appartenais, je fais du coaching ou du mentoring auprès des jeunes promotions sur la question des choix et de l'articulation des choix prix et pro. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à Nathalie Bess, qui est sur le campus parisien et qui est directrice adjointe du réseau province Business Banking chez HSBC. Merci. Ça marche bien. On ne vous entend plus. Bonjour à toutes et effectivement à tous. Nathalie Bess. Moi, je travaille pour HSBC. Alors, ouais. Allumer, c'est mieux. Merci. On est très complémentaires. Hein. Je ne sais pas si les femmes sont moins techniques. Non, c'est moche, je ne vais pas sortir des choses comme ça dès le départ. Exactement. Alors, moi, je travaille pour HSBC. Je suis effectivement en charge aujourd'hui du réseau de tous les centres d'affaires entreprises PME de province. Je suis directrice adjointe. On est 2 femmes à gérer, on va dire, 285 collaborateurs dans toute la France. Donc, à se déplacer beaucoup.
Une carrière chez HSBC, ça va faire 20 ans cette année, j'ai un peu de mal à le dire, hein, mais c'est comme ça. Un grand plaisir à travailler pour ce groupe, hein, qui est un groupe bancaire peut-être un tout petit peu atypique parce que multiculturel, et on le sent et on le vit. Et j'ai fait une carrière à la fois en province, j'ai travaillé 6 ans à Grenoble, de 99 à 2005, après avoir été mobile souvent pour suivre mon conjoint, hein, c'est des sujets dont on pourra peut-être reparler. Et puis depuis que je suis à Paris, c'est plutôt lui qui a pris sa valise et qui a continué sa carrière en province, et moi qui suis restée à faire une carrière à Paris. C'était plus simple, avec peut-être d'ailleurs le projet d'être à Lyon dans peu de temps, donc ça ce serait une belle nouvelle. Mais en tout cas, différents postes, beaucoup de postes opérationnels réseau, hein. J'ai toujours travaillé pour le marché des entreprises, et puis j'ai travaillé aussi au siège dans des activités. J'ai été en charge du déploiement d'une ligne métier, toujours pour le marché des entreprises, sur la partie insurance and investment, c'est-à-dire toute la partie assurance et placement. Intéressant aussi de travailler avec Londres beaucoup à cette période-là. Pourquoi ça m'intéresse d'être avec vous aujourd'hui? J'ai fait partie des membres fondatrices, moi, du réseau de mixité d'HSBC, à sa création en janvier 2011, qui s'appelle 50-50. J'ai eu le plaisir même d'en être la présidente pendant 2 ans. Ça m'a permis de beaucoup m'intéresser à ces sujets, alors qu'à l'époque, ça me passait un peu au-dessus. Je crois qu'il n'y a pas forcément de discrimination particulière chez HSBC. Au contraire, je crois qu'on est souvent très attentif et très sensible au sujet de diversité de manière générale. Donc je n'avais pas ressenti dans ma carrière la nécessité de m'intéresser à ça. Ça marchait plutôt bien et j'avais pas de sujet. Mais c'est quand même un vrai... Vous parliez de chiffres, moi j'en ai d'autres, hein. On dit, je suis membre de Financiel aussi. Je fais partie du comité exécutif de Financiel aujourd'hui, donc qui est la fédération en fait qui regroupe tous les réseaux de mixité du secteur de la finance et de l'assurance, en tout cas une grande partie des réseaux. Et donc les derniers chiffres qu'on a livrés cette année, c'est 55% de femmes cadres dans le secteur de la finance, mais seulement 20% de femmes arrivées dans les fonctions de senior management et dans les comités exécutifs. Et c'est vrai qu'on manque notamment de femmes dans les postes opérationnels, parce qu'au-delà du comité exécutif, dans un comité exécutif, il y a des fonctions qui sont très nobles et passionnantes, mais on retrouve souvent beaucoup de femmes dans la partie juridique, dans la partie RH, dans la partie développement durable, voilà. On en retrouve un peu moins dans des fonctions opérationnelles et parfois un peu plus décisionnaires. Et donc c'est important effectivement de faire avancer encore tout ça et de casser un plafond de verre qui continue à être quand même bien présent. Voilà. Merci Madame Besse pour votre témoignage. Je laisse la parole à Madame Laurence Delorme, avocat, prix de transfert, coprésidente EM Lyon au Féminin Paris et administrative du réseau alumni de EM Lyon Business School. Ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer aussi par rapidement résumer mon parcours professionnel, que je qualifie de parcours dans la finance, mais qui est quand même atypique. J'ai commencé après mes études à EM Lyon chez Price en audit, donc le chiffre, avec l'objectif d'aller au bout de mon diplôme d'expertise comptable. Ce que j'ai fait en 3 ans. À l'époque, le cursus était de 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai souhaité évoluer et pas nécessairement quitter Price. Et ils m'ont proposé d'intégrer la partie juridique et fiscale. Donc, ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt. Donc, j'ai capitalisé sur mon expertise dans le chiffre, mais je suis passée dans le droit des affaires et le droit fiscal, dans lequel je me suis formée et je me suis beaucoup amusée. Et très vite, j'y ai passé 2 ans et j'ai quitté Price pour aller en entreprise chez Apple Europe, dont le siège européen à l'époque était à Paris, où j'ai passé 8 ans. Je suis revenue aux chiffres dans un premier temps, puisque j'ai été recrutée pour un poste de contrôleur financier. Et au bout de 2 mois, le directeur fiscal Europe, ayant repéré ma double casquette, m'a demandé de travailler avec lui. Ce que mon patron, le CFO, a accepté, ce qui était assez exceptionnel. Il m'avait recruté 2 mois avant, il m'a laissé partir 6 mois après. Et très vite, j'ai remplacé le directeur fiscal européen dans son rôle. Donc l'essentiel des 8 ans que j'ai passé chez Apple était dans une fonction donc, de directeur fiscal européen. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer la matière dans laquelle je suis devenue spécialisée et experte, qui s'appelle les prix de transfert. Donc les prix de transfert, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une matière passionnante au carrefour de l'économie, de la finance et du droit, puisque ça concerne
les problématiques de prix de cession interne au sein des multinationales. À quel prix se font les échanges de produits, de redevances, de services transfrontaliers. C'est un enjeu majeur pour toutes les multinationales de localisation de leurs profits. C'est un outil d'optimisation fiscale qu'Apple, dès l'époque où j'y étais, pratiquait de manière extrêmement efficace. Donc j'ai appris le métier, j'ai été à bonne école sur cette matière. Et quand j'ai quitté l'entreprise, je suis revenue dans le conseil, donc chez Price à nouveau, dans le cabinet d'avocats. J'ai été très rapidement nommée associée. Je me suis spécialisée, donc je suis restée spécialisée dans le domaine des prix de transfert. Et j'ai passé 15 ans chez Price comme associée, responsable de la business unit prix de transfert, membre du COMEX, membre élu du conseil de surveillance, membre du comité d'admission des jeunes associés, responsable, participant à des projets transverses de systèmes d'information, etc. Donc j'ai occupé des fonctions managériales, en plus de mes fonctions d'expert, d'associé expert. Et depuis 10 ans, j'exerce en libéral, toujours dans mon créneau de niche d'expert en prix de transfert, ce qui me permet de libérer du temps, puisque je gère mon temps vraiment comme je veux. Mes 3 enfants sont grands maintenant, et je me suis donc engagée, comme d'autres qui se sont présentés auparavant. Je suis très engagée dans un sujet qui me touche à cœur, qui est tout ce qui touche à la mixité et à l'égalité. Je co-préside donc depuis 5 ans le club EM Lyon au féminin sur Paris. Nous sommes une équipe de 12 femmes diplômées bénévoles avec différents formats proposés aux alumni, dont un programme de mentorat que nous avons mis en place il y a 4 ans et qui marche extrêmement bien, mentorat au féminin, qui se décline aussi à Lyon. Et je suis également depuis 2 ans administratrice au sein du conseil d'administration de l'association d'alumni. Donc très attentive à ce qui se passe aussi au niveau de ce que propose l'association d'alumni aux alumni, et puis à ce qui se passe au niveau de l'école. Et depuis le début, je soutiens les activités d'Olympe, parce que je pense que la sensibilisation des jeunes, c'est déjà trop tard quand nous, association d'alumni, on arrive avec nos programmes de mentorat. C'est déjà trop tard si les jeunes étudiantes n'ont pas été sensibilisées dès leurs études, et les étudiants aussi, parce que le discours, il faut que les deux l'entendent. Si pendant leurs études, elles n'ont pas déjà été sensibilisées sur les enjeux de l'égalité salariale, sur les enjeux de la mixité dans le bon fonctionnement des organisations. Voilà, donc je suis là à double titre, cette carrière en finance un petit peu atypique, et puis mes engagements féministes que j'assume. Merci beaucoup Laurence pour ce parcours très, très varié. Je vais passer la parole à Pascal Sévy, Team Manager Private Banking chez Oddo. Bonjour ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler un peu de mon parcours aussi. Ça va faire 20 ans que je travaille en finance et j'ai occupé diverses fonctions dans divers pays. En fait, j'ai commencé ma carrière tout juste à la sortie de l'école chez JP Morgan, où j'ai passé 13 ans, qui est une maison extrêmement exigeante, qui donne à ses employés des possibilités d'évolution très fortes, et ça marche beaucoup à la méritocratie, c'est ce qui me plaisait. En revanche, ça veut aussi dire de déménager en un claquement de doigts, de changer de poste en un claquement de doigts, de parler plusieurs langues, de s'adapter très très vite. Et j'ai commencé à Paris, j'ai fait juste 1 an, je suis partie ensuite travailler à Londres pour le chairman de la banque, qui couvrait tous les métiers, donc un poste extrêmement exigeant avec des horaires que lui fixait pour moi. Et autant vous dire que ce n'était pas 8h-17h, ce n'est pas du tout comme ça qu'il fonctionnait, avec 0 droit à l'erreur. Et ensuite, je suis partie à Genève, où j'ai passé aussi 8 ans. Donc à chaque fois, la banque me demandait de faire ces mouvements. Et ce que je voulais vous raconter surtout aujourd'hui, c'est sur les 8 ans que j'ai passé à Genève, pendant 5 ans, j'ai couvert les marchés turcs et israéliens. J'étais la seule femme de l'équipe, j'avais moins de 30 ans, donc c'était compliqué, et j'étais la seule femme de l'équipe qui couvrait ces marchés, qui nécessitait d'être absent quasiment 2 semaines par mois, en permanence. Quand j'ai postulé pour cette équipe, c'était mon choix, mes patrons m'ont dit « bah non, il n'y a pas de femmes dans l'équipe ». Je me demande pourquoi, je n'avais pas encore d'enfants. Et ils m'ont dit parce que nous, on voyage tout le temps, et nos femmes, nos épouses, nous soutiennent dans nos voyages, nous lavent nos chemises, je ne mens pas, hein. Nous lavent nos chemises, nous organisent toute la vie à la maison, donc tu ne peux pas faire ça, toi. Et puis j'ai dit, bah si, je vais le faire. Et j'ai passé 5 ans avec eux. Je vous passe les commentaires sexistes pendant tous les voyages que j'ai subis avec mes collègues. Néanmoins, l'expérience était extrêmement, extrêmement enrichissante, et je suis très fière en fait d'avoir tenu le cap alors qu'on m'avait mis énormément de barrières
et que j'ai pu faire ce métier. Et puis pareil, les clients que je rencontrais, c'était que des hommes. En Turquie, très souvent, l'épouse nous apportait le thé. Et moi, j'étais la petite nana de 30 ans qui demandait au monsieur de me confier 20, 30, 40 millions d'euros pour gérer son patrimoine. Ça m'a énormément, énormément appris. C'était une expérience extrêmement enrichissante. Après ça, je suis revenue en France, j'ai eu mon petit garçon. Je précise que je l'élève toute seule. Alors, désolée de faire un témoignage un peu personnel, mais je trouve que c'est important de dire que même en étant mère célibataire, on arrive à faire une carrière, ce qui nécessite des sacrifices et une organisation du tonnerre, mais on y arrive. Et après, j'ai travaillé pendant 6 ans chez Pictet, où j'ai monté le desk de gestion conseiller pour la banque à Paris. Là aussi, c'est un métier très masculin. Les gérants de portefeuille sont des gens, en général, quasiment que des hommes. Et donc, j'étais très contente de me frotter un peu à ce milieu-là. Et quelque part, on me confrontait un peu nos performances entre hommes et femmes. Et puis, ben voilà, sans aucune prétention, souvent je les battais. Et je pense que la raison, c'est que quand une femme prend une décision d'investissement, elle va peser des paramètres qui sont très différents de choix d'un homme. Je ne veux pas caricaturer, mais souvent, eux vont se cantonner à regarder plutôt les chiffres de l'entreprise, là où la femme va aller un cran plus loin, avoir envie de comprendre le modèle managérial aussi qu'il y a derrière. Et puis même dans la manière, sur les prises de profit, il y a moins ce côté « j'ai envie de gagner ». Il y a plus ce côté prise de décision rationnelle, je pense. Et enfin, j'ai rejoint le groupe Odo il y a 9-10 mois maintenant, donc où je dirige une équipe de banquiers privés et, sur le segment de clientèle très haut de gamme. Et puis, on a un peu cassé les codes dans l'équipe parce que j'ai des banquières qui sont, j'aime bien dire cette phrase, en âge de procréer, des jeunes femmes. Une se marie cette année, une petite fille, et qu'on ne pas s'arrêter là. Et en fait, ça ne me pose absolument aucun problème, même si je sais que j'aurai des congés maternité à gérer. C'est des femmes qui feront parfaitement la transition comme il faut. Et puis mon assistant, c'est un garçon. Voilà. Donc je trouve ça sympa de casser un peu les codes. Merci, Pascal Sévy. J'apprécie votre audace et l'ambition que vous avez eue. Donc Merci. C'est un vrai modèle pour nous. Je vais passer désormais la parole à Chloé Akoun, Senior Manager Finance et Risk Management chez Cédeco, alumni 2009, et chargée de l'animation du Cercle Finance des diplômés. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à toutes. Je suis très 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 heureuse d'être là aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que rien ne présageait certainement dans mon destin que je sois là. En tout cas pour témoigner de la finance. Mes grands-mères, une de mes grands-mères, une année sur deux, allait ramasser les olives quand elle n'allait pas à l'école. Et mon autre grand-mère est arrivée en France à plus de 30 ans passés, a dû apprendre un nouveau métier parce qu'elle partait d'un pays en guerre. Et mes grands-parents ont eu l'intelligence d'esprit d'avoir de l'ambition pour leurs enfants. Mon grand-père a eu 4 filles. Et il les a toutes prises sous ses bras et il les a emmenées à Paris et leur a donné d'autres perspectives et elles ont toutes réussi dans leur vie professionnelle. Alors moi je ne suis pas tombée dans la finance par hasard, tout à fait. C'est un petit peu comme Obélix, j'avais de la potion magique à la maison. Mon papa était un ancien directeur financier et ma maman une ancienne directrice des ressources humaines. Donc j'ai décidé de prendre les mots qui m'intéressaient et le meilleur de chacun. J'ai pris la finance, j'ai pris la direction et puis je me suis dit je vais essayer de le faire de façon humaine. Voilà, ça me correspond. J'ai commencé ma carrière en tant qu'opérationnelle, en tant que contrôleur de gestion dans un environnement assez masculin pour un constructeur automobile à l'étranger. J'ai exercé pendant quelques années et je me suis spécialisée après dans d'autres secteurs de services, toujours en contrôleur de gestion groupe. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de me poser, de faire d'autres choses et je suis venue taper à la porte de l'EM Lyon où j'ai suivi un programme de management et qui a été vraiment une révélation pour moi. Donc, en plus j'allais dire, de ma carrière professionnelle, j'avais aussi l'envie d'intégrer une belle maison, d'y apprendre des choses et un jour de pouvoir rendre ce que j'avais appris. Ça, c'était très important. Moi, j'ai eu la chance, ma carrière s'est faite au fur et à mesure de rencontres. Je n'ai jamais réfléchi stratégiquement à ce que j'allais faire demain ou après-demain. J'en suis incapable encore aujourd'hui. Et souvent, quand je me regarde des fois dans la glace, je me maquille et je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais quand je serais grande ? En fait, je suis déjà grande, ça c'est une certitude. Mais finalement, je n'ai que 20 ans d'expérience dans la finance, donc je suis une jeune fille. Mais c'est souvent la réflexion que je me fais. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire demain ?
comment j'envisage les choses, je ne sais jamais en fait. Et je me laisse porter par les rencontres, les opportunités, par les actualités. Ce qui est vrai, c'est que j'essaye toujours d'être très engagée dans ce que je fais et je ne le fais pas à moitié. Donc souvent, j'ai eu des moments de carrière avec des grosses accélérations et où j'étais très fatiguée d'ailleurs après, où il a fallu aussi récupérer. Et puis un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, et les enfants, quand est-ce qu'on les fait ? Ça serait peut-être bien de les faire avant que ça soit trop tard. Donc j'ai eu mon premier enfant quand j'étais à l'école ici à l'EM, donc c'est pas innocent. J'ai eu la chance d'être maman la première fois à 35 ans. J'ai rechangé évidemment de travail en sortant de l'EM Lyon parce que souvent c'est ce qui se passe. Et là j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement très particulier qui est Interpol. Donc police criminelle internationale, à des postes de direction, où j'ai croisé plus de femmes dans ces environnements-là que finalement dans des environnements privés. J'ai beaucoup appris, je vous raconterai des petites anecdotes lors des questions-réponses. Et après cette expérience d'Interpol, où j'étais déjà très engagée sur des sujets bien particuliers de finances liées à tout ce qui est terrorisme, etc., je me suis dit, je dois aussi quelque chose par rapport à l'enseignement supérieur. Donc je suis allée faire un petit tour à l'Université de Lyon 1 en sciences et médecine pour prendre la direction de la performance, du pilotage et de la qualité. Ce qui n'est pas une mince affaire pour un établissement qui accueille 35 000 élèves. Et évidemment, c'était une expérience très enrichissante. Une fois qu'on a fait ce petit parcours, écoutez, je me suis dit, tiens, enseignement supérieur, si je refaisais un deuxième enfant, ce serait sympathique. Donc, j'ai fait mon deuxième enfant. Et à la suite donc, de cette deuxième grossesse, j'ai décidé que je pouvais être éligible au métier de conseil et je me suis orientée tout de suite après sur le métier de conseil. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis consultante, directrice de mission, senior manager sur divers sujets. Ça va du volet très réglementaire, Sapin 2, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'anticorruption, antifraude, etc. qu'on met en place au sein de structures éligibles. Et puis ça va du conseil à la transformation de la fonction finance avec l'accompagnement des équipes. Donc c'est très très large dans le mot finance. Aujourd'hui dans le conseil, on aide aussi au choix des ERP. Je pense que ça, vous en êtes conscient. Voilà. Et comme Pascal tout à l'heure, moi j'élève mes enfants toute seule. Et j'en dis pas plus parce que ça fait partie des questions que vous allez nous poser certainement. Mais il est toujours extrêmement périlleux d'avoir le juste équilibre pour se sentir bien dans son travail, pour pouvoir aussi être présente à la maison et aussi pouvoir consacrer le meilleur de son temps à ses enfants et puis avoir une vie à côté. Moi, j'ai de la chance, j'ai une passion, je dessine. Souvent, on me dit « mais qu'est-ce que tu fais en finance ?» Eh bien, écoutez, je trouve mon équilibre comme ça, avec un métier qui est sérieux et qui donne la possibilité de rencontrer des gens très différents et d'aborder l'entreprise dans sa globalité. Et en même temps, j'essaye de ne pas me prendre au sérieux et je me fais plaisir en dessinant et en jouant de la musique. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole du coup à Marie qui va pouvoir introduire le premier thème de questions. Il manque une intervenante. Oui, peut-être, effectivement. Du coup, j'ai passé la parole à... C'est une bonne question. Une autre personne de Odo ? Exactement, à Esther Redman, banquier privé au sein de Odo BHF. Donc moi, je suis aussi une ancienne de l'EM Lyon. J'étais diplômée en 2017 et j'ai eu une carrière qui a débuté en salle de marché, puisque je travaillais en Sales Forex à la Société Générale CIB, puis après en structuration et vente ETF fonds indiciels côté BNP Paribas Asset Management. Donc c'est vrai que j'ai été dans un environnement très masculin. J'ai été confrontée, je dirais, aux stéréotypes qu'on peut imaginer aussi de la salle de marché. Donc je trouve que c'est important d'en parler et c'est aussi pour ça que ça me tient à cœur d'être là aujourd'hui. J'ai été pas mal impliquée dans des initiatives justement liées aux femmes en finance. Je pense à Women in ETF ou à Ladies Bank, qui est une initiative
qu'on a créé au sein de Odo BHF il y a environ 2 ans, côté banque privée. En fait, on était parti du constat que 45% de nos clients étaient des femmes et qu'elles ne se préoccupaient pas vraiment de la gestion de leur patrimoine, qu'elles laissaient souvent ça à leur père, à leur mari, voire même à leur fils, et que pour elles, la finance était un gros mot. Donc on a décidé d'organiser aussi des conférences avec un public mixte au départ, et on s'est aperçu que les hommes monopolisaient beaucoup la parole pour les questions, que les femmes n'osaient pas, ou du moins que les femmes n'osaient pas trop prendre la parole. Et face à ce constat, on a dit, essayons d'organiser des conférences uniquement avec des femmes. Et là, évidemment, la parole a été libérée. Et donc, c'est vrai qu'on a créé cette initiative qui a vocation justement de donner envie aux femmes de prendre soin de leur patrimoine, et tout ça autour d'une volonté commune qui est de jouer un rôle moteur de la gestion de leur patrimoine dans l'environnement économique en général. Et c'est vrai qu'on a décliné l'accompagnement de Ladies Bank autour de 3 volets. Le premier qui est un suivi personnalisé par un banquier privé qui justement connaît et comprend l'approche spécifique des femmes et des dirigeants en matière de gestion de patrimoine. Le deuxième volet, c'est un site internet sur lequel on peut trouver des articles sur tout ce qui est ingénierie patrimoniale, information fiscale, information financière. Et le troisième volet, c'est un cycle de conférences et d'événements privatifs. On a créé 6 profils de femmes justement pour que les femmes arrivent à s'identifier à ces profils. Je en citerai une par exemple qui est Isabelle la bienveillante. Donc Isabelle ne travaille plus, elle a plus de temps pour voyager, pour passer du temps avec ses proches, mais elle sait qu'il faut aussi penser à placer son patrimoine en toute sérénité pour ne pas être dépendante de ses proches à l'avenir. Donc on a des articles ciblés en fonction des profils de femmes. Et donc au travers de cette initiative, on essaye d'avoir une approche vraiment différenciante pour sensibiliser les femmes à la finance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, ça sera bientôt notre tour. 2017, c'est très récent. Alors, je vais introduire un sujet qui peut paraître assez flou pour pas mal d'entre vous. Donc, nature et culture. Alors, qu'est-ce que ça peut bien dire ? Nature ou culture, grand sujet philosophique aussi. En 1983, Françoise Giroud disait « La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » C'est encore d'actualité aujourd'hui, malheureusement. Alors bien que des efforts massifs pour permettre aux femmes de s'engager vers des voies dites masculines, on peut citer la finance, comme la politique, on observe encore un plafond de verre qui demeure. Alors en effet, 48% des femmes aujourd'hui s'engagent vers des secteurs comme la santé, les services sociaux, l'éducation ou encore l'administration publique, au nom de leur qualité dite naturelle, d'où nature-culture. Alors on se demande même si c'est une forme d'autocensure ou est-ce que ce sont des appétences naturelles. Une coach qui est aussi professeure associée à HEC, disait que les femmes attendent d'avoir 80% de leurs compétences requises par un poste pour candidater, quand les hommes ne se contentent que de 50%. C'est dire à quel point elles sont, je dirais, très exigeantes aussi envers elles-mêmes. Alors, est-ce que c'est le syndrome de la bonne élève ? Ou la peur de ne pas être compétente à 200% pour pouvoir faire correctement son travail. Alors en effet, on trouve désormais de plus en plus de livres non sexistes dans les librairies. Alors dès l'âge de 3 ans, comme Histoire du soir pour filles rebelles, et des Barbie cosmonautes ou ingénieurs en robotique qui codent au lieu de se contenter de faire du shopping. Donc nature ou culture, nature et culture, nous allons tenter d'expliquer cette fracture et réfléchir à de possibles solutions. Merci beaucoup Marie. Donc on va commencer avec une toute première question pour Pascal Sévy. Selon vous, pourquoi le milieu de la finance reste majoritairement masculin ? Et qu'est-ce qui peut pousser les femmes à l'autocensure dans le secteur financier ? Je pense que il faut remonter à très loin quand la finance a commencé. Comme nous, c'est aussi le constat qu'on a fait sur les 10 banques, c'est que les femmes n'étaient pas du tout conscientes en fait, des sujets financiers, de la manière de gérer. C'était pas leur place. Pendant des années,
Je vous passe le fait qu'une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque, disposer librement de son salaire, même le droit de vote, on peut en parler, qui est quand même, la date, elle est quand même hallucinante, c'est quand même très récent tout ça. Et puis le fait que ce soit un milieu quand même très exigeant aussi, où on a des horaires qui sont quand même pas évidents non plus, qu'on nous demande aussi de faire des déplacements. Donc petit à petit, les femmes ne se sont... Et puis aussi, le fait que, j'en reviens à tout ce qui est investissement, quand on pense à faire de l'argent en bourse, on ne pense pas à des femmes, on pense à des hommes, des traders qu'on trouve beaucoup en salle de marché. Et puis, comme Esther le disait, dans la salle de marché, il faut supporter quand même un environnement qui est un peu moins sexiste aujourd'hui, mais qui l'a été pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que la femme ne se sentait pas à l'aise, finalement, à s'intégrer dans le milieu de la finance. Alors, heureusement que c'est quand même en train de changer. Moi, pour faire un mini témoignage personnel, ce qui m'a attirée en finance, c'est ma mère, en fait, qui, elle, n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Et même aujourd'hui, alors que j'ai 42 ans et ça fait 20 ans que je travaille, son souhait le plus cher, c'est que je rencontre un homme, que je me marie et que je devienne femme au foyer. Voilà. Donc, comme elle m'a mis ça dans la tête très tôt, quand j'avais 6-7 ans, et moi, j'étais un peu rebelle et j'ai dit, non, en fait, moi, la finance, ça m'attire. Et voilà. Et elle trouvait que ma carrière aurait dû être pour mon frère, qui est bijoutier. Bon, c'est un métier peut-être un tout petit peu plus féminin. Et puis en fait, ça m'a vraiment donné envie de là aussi, casser les codes, comme quoi rebelle de naissance, et de dire que non, c'est tout à fait possible de faire aussi carrière en la matière. Après, juste pour abonder là-dessus aussi, je pense que c'est peut-être vrai aussi dans d'autres milieux, mais dès lors qu'il y a des congés maternité et que la femme va peut-être plus souvent faire le choix, pas parce qu'on lui a imposé, mais faire le choix d'être plus présente auprès de sa famille, auprès de ses enfants. Et très souvent, dans ce que j'ai constaté, c'est que ça freine des carrières qui étaient assez fulgurantes avant, parce que soit l'employeur l'a imposé, mais souvent la femme a fait quand même le choix de faire autre chose pour pouvoir se consacrer aussi à sa famille. Et dans la finance, c'est particulièrement vrai. C'est difficile de faire carrière si vraiment on veut avoir des horaires ou des 4/5e ou ce genre de choses. C'est quand même encore très mal vu aujourd'hui. Ok, très bien. Merci. Charlène ? Oui, dis-moi. Une réplique ou est-ce que tu aurais quelque chose à... Non, du tout. Je vais passer peut-être la parole à la prochaine intervenante, donc Laurence Delorme. Est-ce que vous pensez qu'il y a une appétence naturelle des hommes pour la finance et que les femmes seraient donc naturellement moins enclines à se diriger vers ces métiers pour les mêmes raisons, ou est-ce que c'est juste une intégration culturelle ? Alors, il a fallu que je relise plusieurs fois la question, mais c'est quand même celle-là que j'ai choisie. Moi, je suis convaincue, vraiment convaincue, mais du plus profond de moi-même, c'est pas basé sur des études, même si j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet, que c'est pas une question d'appétence. Il y a des biais culturels encore terribles qui continuent à commencer dès l'enfance. Et à formater les petites filles pour des matières qui sont loin des matières scientifiques. Et ça va au-delà des femmes dans la finance. Vous avez tous vu les grands panneaux d'affichage de L'Oréal, les campagnes de L'Oréal dans les aéroports pour attirer les femmes dans les métiers scientifiques. Vous avez peut-être vu passer hier, c'était un événement majeur, l'absence désespérante et alarmante des femmes dans le métier du numérique et en particulier dans tout ce qui se passe au niveau intelligence artificielle. Bon, il y a un réseau de femmes qui s'appelle Digital Ladies and Allies qui a remis hier au ministre un livre blanc pour appeler à une véritable action, un plan d'action gouvernemental avec autour beaucoup d'associations et d'entreprises pour mobiliser, pour que les femmes soient enfin présentes dans le numérique, y compris dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et ça pose à terme des vrais enjeux de société si les femmes ne sont pas représentées là-dedans. Donc ça va au-delà de la finance, mais je pense qu'il y a des biais culturels qui sont encore très, très présents en 2019 sur ces questions-là. Alors après, que ça entraîne une appétence ou moins d'appétence, oui, peut-être. Après, au moment de choix de carrière, peut-être que pour les raisons qui ont été évoquées par la précédente intervenante, dont j'ai oublié le prénom, pardon, pour plein d'autres raisons, quand on se trouve femme dans un milieu d'hommes,
et qu'en plus on se trouve confronté à le souhait de construire sa famille, on se fixe ses propres barrières, mais c'est pas une question d'appétence. Enfin, pour moi, c'est vraiment d'abord le biais culturel qu'il faut absolument corriger. Et pour moi, il n'y a pas de métier féminin ou de métier masculin. Sauf peut-être ceux qui sont plus, qui ont des composantes très physiques, où là, mais au niveau, enfin voilà, pour les sciences, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il faut simplement oser. Il faut oser. Et toutes celles qui sont là l'ont fait. Hein. Merci Laurence. Marie, est-ce que tu veux poser la prochaine question? Oui, donc une question pour Nathalie Bess. Y a-t-il selon vous une différence de perception du travail des femmes et du travail des hommes dans le milieu de la finance? Parce que dans l'imaginaire collectif, il est dit que les femmes sont moins prêtes à délivrer du chiffre que les hommes. Oui, non, je m'inscris en faux évidemment sur ce type d'idéologie. Moi, j'ai la chance de manager beaucoup d'équipes et donc d'avoir beaucoup de collaborateurs, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, avec souvent par contre des formations qui sont un peu les mêmes. J'ai beaucoup de chargés d'affaires qui viennent de grandes écoles de commerce notamment. Et d'ailleurs, ça manque un peu de diversité. On aimerait bien de temps en temps un peu plus d'ingénieurs. Mais je pense qu'il y a une perception différente. C'est-à-dire, je reviens d'ailleurs sur la question d'avant, qui est de dire, effectivement, c'est des métiers qui peut-être à une époque ont moins motivé. Peut-être que le fait d'avoir des environnements extrêmement masculins font aussi que c'est un petit peu moins motivant pour des femmes. Il n'y a pas beaucoup de rôle modèles féminins dans certains métiers, et donc ces environnements très masculins sont peut-être un peu pesants. Et c'est vrai aussi que les contraintes liées à certaines fonctions peut-être effraient un certain nombre de femmes. Après, quand on est dans les métiers de la finance, on est de toute façon dans de l'empathie avec des clients. Hein. Il y a beaucoup de métiers qui sont liés à la clientèle. Et hommes et femmes n'ont pas forcément du tout la même manière d'aborder les choses. Est-ce qu'il faut être plus dans les chiffres? Enfin, on est dans des métiers de chiffres, donc de toute façon, il faut aimer ça. Moi, ces métiers, je les aime parce que souvent, ça allie à la fois de l'analyse, de l'analyse de chiffres, de l'analyse financière, et puis un rapport avec un client, qui peut être un chef d'entreprise, qui peut être un particulier, sur des sujets qui lui sont très personnels souvent. Et c'est des rapports qui sont extrêmement agréables quand on aime un peu le business, parce que c'est plutôt des rapports souvent de partenariat que de vente pure. C'est des vrais beaux métiers. Après, dans le management et dans la façon de faire les choses, je pense que l'ambition, elle peut être la même. Homme ou femme, on a tous des ambitions personnelles, on se fixe tous des objectifs. Et quand on manage, on ressent, et moi j'adore le fait qu'il y ait des associations maintenant de femmes de plus en plus jeunes, parce que vous prenez conscience qu'effectivement il y a un sujet qu'il faut le prendre en main dès le départ, qu'il faut oser. Ça, on en parlait tout à l'heure, mais un des premiers freins qu'ont les femmes, c'est de ne pas oser, de vouloir être experte. On veut tout être experte, donc on travaille super bien, on est un peu syndrome bon élève, puis on attend que ça se voit. Alors dans les premières années, c'est facile parce qu'il y a plein de postes. Donc on va venir vous chercher, puis en fait, au fil des années de sa carrière, il y a de moins en moins de postes. Et si vous attendez qu'on vienne vous chercher, c'est plus possible. Et si vous ne postulez pas vous-même, et si vous n'osez pas postuler, effectivement, vos petits camarades, eux, ils se sentent beaucoup plus confiants. Il y a un gros problème de confiance en soi. Ils se sentent beaucoup plus confiants et ils vont oser beaucoup plus vite. Puis il y a un autre sujet qu'on abordera peut-être qui est le réseau, mais ça, on en parlera après. Donc, différence pour moi, non. Les femmes, notamment aujourd'hui, elles ont la même volonté de gagner, de réussir et d'avancer. Elles osent. Après, il y a une cohérence dans son modèle personnel, de vie privée et de vie professionnelle, le mix que chacun veut donner. Ce qui est assez d'ailleurs intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de collaborateurs hommes qui sont très sensibles aussi au sujet de la vie perso et à l'équilibre, ce qui était peut-être moins le cas avant. On avait quand même un vrai modèle où, d'ailleurs, c'était peut-être pas forcément positif pour nos collègues masculins, mais où il fallait que l'homme réussisse, et puis soit le premier moteur, notamment
financier du ménage, et puis où l'épouse avait d'ailleurs un peu plus la liberté de se dire moi je vais faire un truc qui me plaît vraiment, machin, puis si je me mets à 80% c'est bon. Et bon, ces codes-là, ils évoluent d'un côté comme de l'autre. On a de plus en plus de collaborateurs hommes jeunes qui nous disent attendez, moi, bosser jusqu'à 22h, non, bof, j'ai d'autres choses dans ma vie, d'autres intérêts. Et puis de femmes qui, elles, sont ambitieuses, motivées, qui ne se mettent plus de plafond, et tant mieux. Et dans la manière de bosser, c'est un peu pas... Enfin, il y a cette partie, sans doute, sensibilité et volonté d'avoir une analyse un peu différente de la relation avec les clients. Mais j'allais dire, heureusement qu'il y a justement cette diversité de fonctionnement, c'est ce qui fait aussi la richesse d'une équipe mixte, et c'est pour ça qu'on recherche des équipes de plus en plus mixtes. C'est pour créer de la valeur et avoir une manière de gérer, de diriger et de sentir les choses et de réagir différente. Il y a une forme de complémentarité entre les hommes et les femmes qui est beaucoup plus... qui permettent une certaine forme de productivité et d'efficacité peut-être. Tout à fait, et puis de réagir de manière très différente. C'est-à-dire qu'en fonction de la pression ou de décisions à prendre, d'abord, encore une fois, la compréhension de la complexité de la situation ne sera pas la même. Et la manière de réagir ne sera pas forcément la même. Alors après, c'est vrai aussi entre femmes et entre hommes. On a tous des manières un peu différentes d'avancer. Mais je pense qu'avoir une équipe effectivement homogène en termes de diversité permet d'avoir une meilleure compréhension. On disait aussi que 50% des clients dans la finance aujourd'hui, c'est des femmes. Donc si vous n'avez pas une capacité en face à comprendre les besoins, les attentes et avoir un modèle purement masculin, il y a un moment, il y a un petit problème d'inadéquation entre l'offre et la demande. Donc il faut avoir une pluralité, et pas seulement hommes-femmes d'ailleurs, dans les équipes. Ça permet de mieux comprendre les attentes en face de nos clients, c'est quand même pour ça qu'on bosse, et puis de réagir aux situations d'une manière effectivement un peu différente et souvent peut-être un peu plus équilibrée en fonction des sujets qu'on a en face. Ouais. Merci à vous. Merci à vous pour votre témoignage. Merci Madame Bess. On va passer du coup au deuxième thème qui est le thème du management. Donc on va pas beaucoup l'introduire parce que les intervenants vont pouvoir beaucoup parler dessus, mais c'est vraiment la place de la femme en fait en finance et dans le management, parce qu'on a vu que quand on arrive dans les postes de direction, il y a à peu près 5% de femmes. Donc c'était des chiffres qui datent d'il y a 2 ans. Donc maintenant ça a un petit peu évolué. Donc on va commencer par une toute première question pour Chloé Hakoun. Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences à manager des femmes ou des hommes, ou à être managé par des hommes ou des femmes? Et comment est-ce que vous l'avez déjà expérimenté dans votre carrière? Alors, je vais vous faire sourire. J'ai un petit peu réfléchi tout à l'heure dans la voiture en montant. Je n'ai jamais été managée par une femme. En 20 ans. Laurence me souffle qu'elle non plus. Donc voilà, mon expérience de management par les femmes, écoutez, c'est ma mère et mes grands-mères. Et autant vous dire qu'elles étaient plutôt exigeantes. Mais blague à part, je n'ai jamais été managée par une femme. Par contre, j'ai eu des figures au sein de l'entreprise qui étaient assez présentes. Je pense à la chef de cabinet d'Interpol qui est colonel, une colonelle italienne qui s'appelle Madame Andriani, qui est vraiment extrêmement impressionnante et qui nous donnait des leçons à chaque intervention. Mais c'est vrai que, mis à part mon environnement personnel en fait, et familial, je n'ai jamais été managée par une femme. Et jusqu'à très peu, je n'ai jamais managé de femme aussi. Donc c'est assez révélateur, sachant qu'en plus j'étais quand même dans des grandes entreprises ou des grands environnements à l'international et en France. Mais tout simplement, je pense que j'ai zigzagué à un moment donné sur soit des professions qui étaient des professions toutes neuves comme le contrôle de gestion, dans les années fin 90. Donc finalement, les femmes ne se lançaient pas dans ce genre de profession. Déjà, lorsqu'on était en cours, on n'était pas tant que ça en tant que représentante. Et puis au fur et à mesure de la carrière, il y a eu un choix à faire aussi sur certains postes, sur certaines compétences. Et les femmes, moi je confirme, ne postulaient pas ni en interne, ni de l'extérieur. Donc une fois qu'on est en entreprise, moi pour ma part aujourd'hui, j'étais encore en réunion ce matin, il n'y a pas de senior manager femme dans ma branche et dans mon environnement très proche. Il y a des associés, mais pas de senior manager. Et nous étions 2 ce matin. C'était un concours de circonstances puisqu'on avait une responsable ressources humaines qui venait nous voir
ce matin. Et d'ailleurs, on a blagué pendant 1 heure sur la journée de la femme. Donc voilà. Après, sur les différences à être managé entre une femme et un homme, alors j'ai demandé à mes collaborateurs, j'ai fait un petit sondage hier, on a bien ri sur les clichés. Mais par contre, ce qui est remonté plusieurs fois, c'est qu'en effet, il y avait une différence d'analyse, de perception de la situation dans sa globalité, et que les femmes, en règle générale, avaient besoin de manager avec l'adhésion de son équipe. Elle recherchait souvent l'adhésion, elle était assez attentive évidemment au bien-être de ses collaborateurs. Et là, je ne rentre pas dans le cliché en disant que les hommes ne le font pas, hein, loin de là. Mais ce qui est remonté des discussions, c'était celle-ci. Alors peut-être que c'était adressé directement à moi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, voilà, le fait d'être attentive, plutôt aussi aux signaux de faiblesse, parce qu'on n'est pas tout le temps dans un environnement serein. Et c'est vrai que peut-être que là, à ce moment-là, les femmes font peut-être une différence et du coup peuvent apporter un petit peu plus de sérénité, lorsque les hommes, eux, sont peut-être plus attachés à leur territoire, à leur expertise, responsabilité et équipe. En termes de pouvoir, on ne recherche, je pense, pas la même chose. Après, je ne voudrais pas non plus parler au nom des femmes, mais je pense que ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est plus de savoir quel est le pouvoir que je peux avoir d'en faire les choses, pas tellement dans obtenir un territoire, une direction ou des responsabilités. On est peut-être pragmatique à ces niveaux-là. J'en oublie certainement des choses, peut-être que dans notre conversation, on va encore en retrouver. Mais ce qui est difficile surtout, c'est de ne pas manager de la même façon au travail que ce qu'on fait à la maison. Voilà, ça aussi... je pense que c'est assez important. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, notre environnement évolue et que même si on est une femme ou un homme, on a quand même, dans certaines professions, les mêmes références. On a aussi une culture d'environnement qui fait qu'on arrive aussi à gommer certaines différences. Mais moi, je le verrais plutôt de façon positive. La mixité, ça a toujours été très bon, hein. La preuve, dans les écoles, nos enfants sont dans des écoles mixtes, et c'est pas pour rien. Et je trouve que l'expérience de chacun, moi j'adore avoir des équipes où il y a des plus jeunes, des moins jeunes, et c'est ça qui nous fait progresser et qui nous fait grandir. Je pense que dans le terme de management, moi ce que j'essaie toujours de faire en premier, c'est de faire grandir les collaborateurs pour qu'ils trouvent leur place et qu'ils puissent, à leur façon, lorsqu'on donne une vision, lorsqu'on donne une stratégie, qu'ils puissent à leur façon décliner les actions qu'il va falloir mettre en place et ne pas leur imposer. Voilà, moi ça je pense que c'est important. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va peut-être passer la parole sur le campus de Paris. Madame, oui. Vas-y. Donc je poserai la même question à Madame Rachel de Balicourt. Qu'en pensez-vous et qu'avez-vous pu expérimenter dans votre expérience actuelle et vos expériences précédentes? Moi, j'ai la chance de travailler dans une entreprise pour qui la mixité est une chance depuis très longtemps. Donc Primonial, à mon sens, ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. On est tous des collaborateurs qui avons un objectif qui est celui de faire réussir l'entreprise. Pour revenir à ce qui était dit précédemment, la mixité, c'est quand même la base de la richesse. Quand on est une femme, alors moi je revendique le fait d'être une femme, je suis très contente, j'ai pas de choses à prouver en tant que femme, et même si je suis une et indivisible, je suis quand même une femme au travail parfois et une femme à la maison différente. Ça j'y tiens beaucoup. On ne peut pas avoir toujours le même caractère. Je pense que dans le management, les femmes c'est un petit peu la même chose. Je crains toujours, moi, le modèle. Je vous rejoins, mesdames, tout à l'heure, quand vous disiez que vous n'aviez jamais été managée par des femmes. Moi non plus. Je pense que c'est générationnel, et tant mieux. Même si, du coup, on a manqué peut-être de chance, et on va essayer d'impulser ça à nos collaborateurs tristes. Peut-être ce qu'on doit s'imposer en tant que femme quand on est senior manager, c'est peut-être de ne pas être caricatural dans notre management et de ne pas vouloir ressembler aux hommes. J'écoutais avec grande attention votre témoignage parmi ce parcours d'hommes. Moi, je n'ai jamais fait de différence entre ma compétence et celle de mes camarades garçons. Je ne m'interdis rien. Je n'ai jamais attendu de réunir effectivement mes 80% de compétences. Alors peut-être que ma nature est aussi
d'avoir été éduquée par un père qui n'a pas fait non plus d'études et qui a voulu pour moi le meilleur, mais comme pour mes 2 frères, qui ont très bien réussi également. Et je trouve que l'éducation, je vous rejoins, madame, tout à l'heure, quand vous disiez qu'il y a un biais culturel important, et l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos garçons et à nos filles va faire le terrain de demain. Donc pour revenir sur l'entreprise, je crois que quand on est une femme manager, on a malgré tout, parce qu'on est une femme, peut-être effectivement plus de bienveillance, encore que certains hommes s'y mettent beaucoup aujourd'hui. Et peut-être que moi, ce que je fais avec mes équipes, c'est que mon objectif pour l'entreprise, et je l'oublie jamais, là je suis une femme dans l'entreprise, c'est de faire réussir quelqu'un qui est peut-être meilleur que moi et de l'amener à faire grandir l'entreprise en même temps que lui. C'est-à-dire que je ne veux pas favoriser une carrière ou une autre, simplement j'ai une entreprise que je défends, que j'aime, pour laquelle je suis contente de créer de la valeur. Et à l'intérieur de ça, on me donne une mission qui est de réussir bien sûr à faire du chiffre. On fait à peu près le même métier, hein, on est là pour faire monter le gain et c'est très bien. Mais c'est aussi de trouver des collaborateurs qui seront meilleurs que nous sur certains segments. Je dirais qu'une femme, elle a peut-être un management plus horizontal. Hein, elle est en râteau. D'abord, c'est pas qu'une légende hein, de savoir qu'on est quand même, parce que ça, c'est aussi l'éducation des enfants, les préoccupations. Alors moi, ce concept de charge mentale, par exemple, bon, c'est vrai qu'on pense à beaucoup plus de choses, mais je me refuse à dire que c'est une charge. C'est peut-être au contraire une prédisposition naturelle plus importante, et on doit en être fier. On ne se laisse jamais emporter. Moi également, j'éduque mon petit garçon, alors avec son papa de l'autre côté, mais on ne l'éduque pas ensemble. Donc je dois m'organiser également. Encore une fois, j'essaye toujours de faire que ce soit pas un non-sujet, mais un sujet qui intègre parfaitement ma vie de femme en entreprise et ma vie de femme dans ma vie amicale, sociale, avec mes amis. Et le management horizontal, il nous permet effectivement d'être toujours très attentive à tous les collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, à être donc toujours dans une mixité. Vous aviez raison, il n'y a pas que l'homme et la femme, il y a l'âge aussi. Hein. L'âge, c'est très important. Moi, je travaille avec des vieux et des jeunes, appelons ça comme ça. Hein. Nous, on est des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes. Et ça marche très bien. Et l'horizontalité permet d'avoir un regard à 360 sur tout le monde. Peut-être qu'un homme, et c'est le danger à mon sens que certaines femmes ont à contourner, c'est de vouloir caricaturer un management qui soit directif, brutal, autoritaire, qui est même un management qui existe toujours. Hein. On voit des gens en souffrance, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, hein, et que ce soit des femmes ou des hommes qui les managent, il y a des gens qui ne sont pas capables de manager, tout simplement. Alors peut-être que dans les jeunes générations de femmes qui deviendront des senior managers, peut-être le risque, et qu'elles vont très très bien guider, je suis sûre, c'est de ne pas ressembler à ces hommes qui depuis très longtemps guident le management vers quelque chose de tracé, de directif et de vertical, par opposition à ce qu'on est tous jeunes, vieux, hommes, femmes aujourd'hui capables de faire, une horizontalité qui permet de regarder autour de soi et de voir comment on peut se positionner dans l'environnement. Le groupe Primonial que je représente aujourd'hui, que j'ai la chance de représenter, parce que c'est une entreprise moi, que je connais très bien depuis 10 ans, qui est dans une croissance exponentielle et assez importante, on est très préoccupé par ces sujets de mixité, on est tout à fait représenté et on est très soucieux de tous nos collaborateurs. Tiens, d'un seul coup, j'ai de l'écho, c'est super. Et il est vrai que pour mon expérience de manager, moi j'ai toujours managé beaucoup de femmes. Même, j'ai été manager très tôt, j'ai eu cette chance. Hein. J'avais 24 ans, j'avais une équipe de 8 personnes, ce qui était aussi assez nouveau dans le monde dans lequel je travaillais. Il n'y avait que des garçons, donc je ne manageais que des garçons. Bon, peu importe, hein, on a fait avec, ils ont fait avec. J'espère que ça les a fait grandir. J'en ai revu certains, ils ont l'air très heureux, tout va bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les équipes sont diverses et les femmes s'interdisent sûrement moins de choses. Et je voulais finir peut-être par un concept qu'on a tout abordé, c'est le fait d'oser. L'audace, c'est ça. Hein. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, intervenir auprès de mes partenaires conseillers en gestion de patrimoine, un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, qui définit ça très bien. Et il commence par dire que l'audace, selon Aristote, c'est ce qui est le juste milieu entre la peur et la témérité. Et ben, j'allais vous dire, soyons audacieuses, soyons audacieux, soyez audacieux, messieurs, de vous faire manager par des femmes, soyez audacieuses, mesdames, d'être managées, de manager demain, de ne rien s'interdire. Effectivement, les 50%, les 80%, peu importe si l'envie est là, la compétence viendra. Hein, le travail, il est ce qu'on veut bien en faire aujourd'hui avec tous les éléments qu'on a. Le groupe Primonial, par exemple, a été relativement pushy sur toutes les notions de télétravail.
Donc on permet à nos collaborateurs, trices, de prendre du temps, de reculer, de travailler bien dans leur environnement familier, du coup de se laisser souffler un peu certains matins, tout en étant très présents sur leur poste de travail. Et c'est vrai que du coup, osons reculer un peu de temps en temps, travailler à la maison, travailler mieux avec ses chefs, descendre dans l'étage du dessous. Donc moi j'ai envie de vous dire, soyons audacieux tous ensemble pour permettre demain que hommes, femmes, peu importe, ce soit la compétence qui prédomine et qui fasse en sorte que l'entreprise réussisse et qu'on réussisse le challenge de réussir tous ensemble. Voilà. C'est magnifique. Et je rebondirai sur le fait de manager. Quand vous avez dit un bon manager, c'est un leader qui sait s'élever en élevant les autres, que ce soit un homme ou une femme. J'adhère totalement. Et je pense que nous autres, qui allons être diplômés dans peu de temps, nous avons envie de suivre cette voie-là. Mais effectivement, ce qui faisait peur, c'était la forme de masculinisation, en fait, de la façon de manager qui pouvait arriver pour les femmes. Et que je pense, en effet, comme vous, qu'on arrivera facilement à le contourner. Mais j'avais une petite question. Vous ne pensez pas qu'il y a une forme de peur, parfois, d'être managé par une femme? J'avais vu une étude, une année, qui disait que le sexisme est une forme de discrimination, dans tous les cas. Donc, la discrimination envers les Noirs comme envers les femmes aborde différents sujets, mais apporte la même sensation de frustration. Et il y avait une étude qui disait qu'entre choisir un homme noir, leader, et une femme, on choisirait l'homme. Et comme si, en fait, la discrimination envers la femme était encore plus forte, je dirais, que l'administration envers les hommes et femmes noires. C'est assez inquiétant. Donc c'est pour ça que je pose la question de cette peur. Est-ce qu'on a une forme d'appréhension à être managé par une femme? Oui, c'est possible. Moi, j'ai une réputation de dragon et je le sais. Après, quand on m'approche de près, on s'aperçoit finalement ni je brûle, ni je souffle chaud ou le froid, ça dépend. Je pense que la peur, elle est naturelle quand on ne connaît pas son sujet. Et les hommes, aujourd'hui, sont encore trop, malheureusement. Alors, pour ceux que je côtoie, moi, tous les jeunes que je côtoie, et je rejoins tout ce qu'on disait, je crois que les jeunes hommes, aujourd'hui, sont éduqués par des femmes comme nous. Moi, mon fils sera probablement pas comme son père, bien que très ouvert aussi. Mais il aura l'habitude d'avoir des femmes. Mais je vais faire un parallèle qui est heureux ou pas, mais prenons le mariage gay et les couples homo ou hétéros. Aujourd'hui, un enfant ne se pose pas la question. Moi, mon fils a des copains qui ont deux mamans, deux papas, mais alors pour lui, c'est complètement naturel. J'allais vous dire, pour les jeunes générations, avoir un manager homme ou femme, c'est pas le sujet. Donc, bien sûr, être managé par une femme, ça fait peur. Je pense qu'au-delà de la peur, c'est plutôt le sentiment de supériorité qui domine toujours un peu. C'est-à-dire que le garçon va quand même se dire, je ferai certainement mieux qu'elle et je vais faire plus vite. Bon, c'est là où il se trompe, hein, on est toutes conscientes du truc. Et je pense qu'il faut leur montrer qu'il n'y a pas, on parlait de plafond de verre tout à l'heure, il n'y a pas de plafond non plus pour les collaborateurs. Je pense que c'est ça qu'une femme sait mieux impulser qu'un homme manager, c'est que moi je montre à mes collaborateurs que s'ils sont meilleurs que moi sur un point, je n'ai aucune difficulté à les mettre en avant. Ce qu'un homme ne fera pas. Je pense que là, à tempérament égal, à compétence égale, un homme tentera toujours de s'approprier un travail, alors plus ou moins honnêtement, hein, on peut le dire, qu'une femme qui prend toute la mesure du management. Je ne parle pas des femmes, là, encore une fois, et il en existe beaucoup. Moi, j'en connais des pères, hein, je pense que vous partagez, des femmes qui sont comme des hommes. Elles pensent qu'être brute, autoritaire, c'est ça, manager. Moi, je suis absolument contre. Mais une femme participera plus volontiers à montrer que ses collaborateurs réussissent bien sans elle, sans avoir peur de perdre sa place. Moi, je n'ai pas du tout peur de me faire doubler par les gens que j'ai. Et je pense qu'au contraire, meilleurs ils seront, mieux et meilleur j'aurais apporté à mon entreprise, c'est pas très forcé ce que je dis, mais mieux j'aurais apporté à l'entreprise ce qu'on attend de moi. J'aurais permis à l'entreprise d'avoir encore des collaborateurs meilleurs que celles que je suis, et pourtant je peux vous dire que j'ai un ego et je sais ce que je vaux. Donc pour vous dire que je suis très consciente du fait qu'il y a aujourd'hui des hommes et des femmes remarquables, des jeunes et des vieux, à faire monter et à placer au-dessus, à côté de soi. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on court un petit peu après le temps, donc on va passer à la troisième question pour Nathalie Bess. En fait, beaucoup d'étudiantes nous ont expliqué avoir eu l'impression pendant leur stage que leur supérieure féminine restait bloquée en dessous du niveau de directeur. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, si, ça marche. Je pense qu'il y a deux sujets. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que la création, par exemple, du réseau féminin chez HSBC en fin 2010, il est lié essentiellement au fait qu'au COMEX d'HSBC, à ce moment-là, il n'y a plus une seule femme.
et que quand même ça interpelle et que ça pose un problème. Aujourd'hui, on est 9 ans plus tard, et il y a vraiment des choses qui ont avancé, et ça c'est une bonne nouvelle. La preuve, c'est qu'il y a des réseaux féminins partout. Il y a des réseaux féminins dans la finance, il y en a dans l'industrie, il y en a dans les secteurs même les plus masculins. J'ai eu le plaisir il y a 3-4 ans d'aller à une réunion des femmes de Rungis. Hein, il y a des secteurs extrêmement masculins où il y a une solidarité féminine qui s'installe. Et puis en parallèle, il y a une prise de conscience, il y a eu une vraie prise de conscience de nos directions générales qui étaient donc essentiellement masculines sur le fait qu'il y avait un problème. Parce que moi par expérience, quand je suis allée les voir la première fois, en leur disant, dites donc, il y a jamais de problème. Hein, quand on écoute nos collègues masculins, personne n'est misogyne, on ne voit pas, hein, tout le monde a autant de plaisir à choisir un homme qu'une femme, et donc heureusement il y a des chiffres, et les chiffres montrent bien qu'arrivé à un certain niveau de poste, effectivement il y a un problème. Les raisons, elles sont multiples. La première, on l'a dit, c'est que souvent dans la carrière, on débute, on a la pêche, on a envie de faire aussi bien que nos collègues, on ne voit vraiment pas pourquoi d'ailleurs il y aurait une différence. On a du temps, hein, tant qu'on n'a pas d'enfant, on a quand même beaucoup de temps, et donc on se donne à fond et ça marche bien. Et même quand on a ce syndrome un peu de la bonne élève, de toute façon, nos managers ne sont pas idiots. Quand ils voient que ça fonctionne, ils nous promeuvent, enfin ils viennent vous chercher, ils vous proposent des postes nouveaux et tout ça se passe bien. Le premier frein, il arrive souvent au moment des grossesses, hein, où les femmes elles-mêmes d'ailleurs font le choix à un moment de se dire je vais mettre ma carrière un petit peu de côté ou pas, en tout cas je vais freiner un peu parce que j'ai d'autres impératifs et d'autres priorités dans ma vie et elles sont parfaitement légitimes et donc je vais m'organiser ou en tout cas je lève un peu le pied. Donc la première des choses c'est de dire on peut être évolutive à 40 ans, hein, y a pas d'âge, en tout cas les femmes elles peuvent être évolutives plus vieilles que les hommes. C'est-à-dire que c'est affreux ce que je vais dire, mais de temps en temps on dit qu'un homme s'il a 35 ans la carrière n'a pas accéléré, ça risque de stagner un peu, hein. Une femme, laissons-lui au moins 5 ou 7 ans de plus, parce qu'après tout, elle a pu à un moment décider de mettre sa vie professionnelle en légère parenthèse et revenir. La deuxième des choses, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il arrive un niveau de poste où la concurrence, elle devient extrêmement violente, hein, vous savez sans doute de quoi on parle, et où là, il y a de moins en moins de postes, et où, si on attend qu'on vienne nous chercher, c'est mort. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut se rendre visible, et il faut postuler, il faut oser. Et se rendre visible, c'est pas simple, parce que à ce niveau de poste-là, effectivement, si d'abord il n'y a que des hommes au-dessus, c'est dur d'aller les voir. Il faut comprendre par exemple que nos collègues hommes, quand même, quand ils ont une vraie volonté de progresser, hein, ils sont très ambitieux la plupart, et tant mieux. De toute façon, il faut être ambitieux. Si vous n'êtes pas ambitieuse, vous évoluerez pas. Hein, donc, il faut quand même être assez cohérente entre ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à mettre en face. Et donc, nos collègues, effectivement, ils vont peut-être avoir un peu plus de facilité à aller voir les grands patrons pour parler de sujets qui sont souvent un peu masculins, je sais pas, de foot, de bagnole, enfin j'exagère et là je caricature, mais ils ont quand même une capacité à créer un lien qui est un peu supérieur au nôtre, parce que pour avoir animé des déjeuners avec des membres de la direction générale d'HSBC et des déjeuners de femmes, je disais à l'un d'entre eux, mais si je vous propose d'aller boire une bière à 18h, qu'est-ce que vous en pensez? Il était un peu sûr, il me dit oui, je suis pas très bière, Nathalie. Non, mais même si je vous proposais un thé, c'est plus compliqué. Hein. Il y a tout de suite une notion aussi d'homme-femme, c'est pas simple. Et comme de toute façon au-dessus, il n'y a que des hommes pour l'instant, c'est pas simple. Un autre aspect aussi, c'est que on a tous assez naturellement envie des fois d'aller chercher ce qu'on appelle des mini-moi, hein, des gens qui nous ressemblent. Et donc, nos collègues masculins, quand ils sont entre eux, c'est quand même très sympa. Hein, ils sont un peu attachés aux mêmes choses. Donc, venir mettre des femmes qui souvent sont un peu plus grandes, vont oser dire les choses de manière un peu plus directe, hein, notamment dans les COMEX ou dans les conseils d'administration. Ils ne sont pas habitués parce qu'en général, ils prennent les décisions avant. Donc après, dans ces réunions-là, ça se passe... Donc, ils sont surpris parce que les femmes qui arrivent à ces postes-là, effectivement, en général, on a un peu de caractère et on ose dire les choses. Et d'ailleurs, même en management, je trouve qu'on a souvent un courage managérial qui est bien supérieur à la plupart de nos collègues, à mon avis. Mais bon. Et donc, la dernière chose, à mon avis, qui est importante, c'est que je pense assez inconsciemment, chacun, quand il va aller choisir le collaborateur du dessous pour le nommer,
va le faire évidemment avec ses propres critères. Et on le sait, on n'a pas forcément les mêmes critères hommes et femmes. Et donc, quand on arrive à ces postes de direction, qui va choisir? Ce sont essentiellement des hommes. Et donc, ils vont le faire consciemment ou inconsciemment avec leur propre jugement. Et il y a des choses, du coup, sur lesquelles ils vont se dire, ben non, elle n'est pas prête. Hein. Souvent, on n'est pas prête, les femmes. On n'est pas encore prête, hein, dans quelques années. Mais là, et ils vont sans doute prendre plus de risques à nommer un homme parce qu'ils se disent, oui, mais lui, voilà, qu'une femme, parce que, effectivement, il y a toujours cette notion de se dire, oh là là, est-ce qu'elle ne sera pas un petit peu fragile, ou est-ce qu'elle va subir la pression, ou est-ce qu'elle va avoir le caractère pour mener les équipes, ou est-ce que... donc, ils se mettent inconsciemment des freins dans leur choix. Et si vous n'êtes pas vous-même extrêmement visible, si vous n'avez pas vous-même été voir un certain nombre de gens qui vont participer à la décision pour dire mais moi ce poste je le veux, puis j'en ai toutes les qualités, et puis faites-moi confiance, voilà, depuis un moment, eh bien il y a tellement peu de postes que le jour venu, ils ne prendront pas le risque. Merci beaucoup, Madame Bess. Marie, peut-être que tu passes sur la dernière question. Donc une question pour Amandine Elleré. Constatez-vous une amélioration du plafond de verre avec le temps? Alors, je pense que malheureusement, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, le plafond de verre existe toujours. Il me semble qu'au fil du temps, en fait, on est de plus en plus nombreux à l'attaquer. C'est-à-dire que c'est une notion qui est apparue dans les années 70. Après, on avait un groupe de, entre guillemets, féministes qui le portait, qui voulait faire avancer les choses. Mais c'était encore encore une petite partie de la population, des entreprises, des sociologues, des politiques qui s'étaient emparés de ce sujet-là. Je dirais qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on ne peut plus considérer que ce soit un fait acceptable et les hommes comme les femmes s'approprient ce sujet-là il y a toujours toutes les politiques volontaristes, les quotas, les statistiques qui viennent d'être mises en place sur les différents index et différents écarts. Donc il y a toute une structuration pour permettre effectivement que ce plafond de verre se fissure chaque jour davantage. Je dirais aussi, et c'est ce que je vis, notamment dans le réseau de promotion de la parité, que l'on a vraiment souhaité mixte, c'était pour qu'effectivement, du bas, de la base, des étudiants dans les écoles, des première tranche de nos collaborateurs, ce sentiment de surperformance lié à la parité, parce que hommes et femmes, et qu'on aura tapé dans le vivier hommes et femmes pour la promotion, petit à petit, effectivement, on aménagera et on fera évoluer ce système du plafond de verre. Voilà, et je pense que c'est important que ce soit plus simplement un sujet de quelques-uns, un sujet de quelques femmes, mais que petit à petit, ce soit un enjeu collectif. Et je pense que c'est important qu'effectivement, du coup, on puisse le porter à deux voix, hommes et femmes. Merci beaucoup. Alors du coup, là, je vais vous poser une petite question. Comme on court un peu après le temps, je vais vous demander, est-ce que vous préférez qu'on fasse le dernier thème qui, du coup, parle du mentoring et des modèles, ou est-ce que vous voulez passer la parole au public pour qu'il puisse vous poser des questions? Je vous pose la question à vous, mesdames, nos intervenantes. Aux questions? À Paris, votre choix, plus les questions sur la salle? Sans micro, je ne vous entends pas, par contre. Des questions. Ok, parfait. Donc du coup, est-ce que dans la salle, vous avez quelques questions à poser à nos intervenantes, peut-être sur des conseils à avoir sur un début de carrière ou même sur les hommes, sur la perception que vous avez eue de ce qui a été raconté? À Paris aussi, les questions peuvent être posées. Une question? Ou sur le dernier terme. Ah, on a une question. Oui, bonjour déjà. Bonjour à tous et à toutes. Ah, il y a deux questions en même temps. Je vais patienter, ça ne me dérange pas. Donc la question à Paris avant et ensuite on passera sur la question à Écully. Alors, moi je connais un peu plus la finance de marché de manière générale. C'est plutôt à vous deux, de chez Auto, que je m'interpelle. Je sais que de manière générale, la mentalité avant la crise financière dans la salle de marché était très rude, surtout envers les femmes et tout ça. Est-ce que vous voyez une réelle différence aujourd'hui
par rapport à la mentalité qu'il y avait surtout avant la crise financière. Et surtout chez JP Morgan, par exemple, où vous parlez, que vous avez des équipes avec des clientèles assez particulières en Turquie, etc. Mais je sais que ce soit les boîtes américaines comme Goldman Sachs ou JP Morgan étaient très rudes, même vis-à-vis des hommes. Donc comment vous voyez la différence, que ce soit par rapport à Auto ou même avant, et surtout par rapport à avant la crise, de manière générale? Je pense quand même que ça a un petit peu évolué dans les salles de marché, mais c'est pas parce qu'on avait envie de faire évoluer, c'est plus un respect de la déontologie en fait. Et parce qu'il y a des risques de réputation qui sont très 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 forts pour ces entreprises. Je sais que JP Morgan est très à cheval là-dessus en fait, hein, et ils comprennent bien que leur risque de réputation peut leur coûter beaucoup plus cher s'ils n'adressent pas ce genre de problème. J'ai déjà vu des collègues qui ont été très fortement sanctionnés parce qu'ils ont été repérés par leur manager pour avoir fait des remarques extrêmement sexistes ou extrêmement déplacées chez JP Morgan. Mais malheureusement, je pense que c'est plus parce qu'on veut éviter un risque de réputation que parce qu'ils comprennent le problème que ça peut poser. Donc ça reste un peu politiquement correct malgré tout. Voilà, moi c'est le sentiment en tout cas que j'en ai eu. Tu as aussi travaillé en salle de marché après moi. Alors c'est vrai que quand j'étais en salle de marché, moi, ce qui m'a marqué, c'est justement que les sales et les traders se rappelaient de la belle époque et qui me racontaient tout ce qui se passait à l'époque et à quel point c'était fabuleux et qui continuaient sur des blagues sexistes et en me disant c'était quand même bien à l'époque. Donc pour moi, il n'y a pas du tout eu d'évolution des mentalités. Même aujourd'hui, hein, les blagues sont faites. Ah, attention, on va appeler la nouvelle responsable RH. Voilà. Mais c'est plus par peur que d'avoir une sanction, qu'un réel changement, je dirais, de la mentalité justement des personnes en salle de marché. Merci beaucoup. Peut-être une intervenante sur Lyon veut prendre la question, ou on prend la question du coup de notre étudiante sur Equili. On te laisse la parole, vas-y. Du coup, je m'adresse à vous, madame, qui travaille chez HSBC. Je suis navrée, j'ai oublié votre nom. La question que je veux vous poser, c'est pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu une forme de fatalité dans ce que vous disiez, dans le sens où c'est vrai que pour votre génération, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir oser, parce que vos supérieurs, enfin pas vos supérieurs, mais les gens qui ont un poste très important, comme vous le disiez, sont souvent des hommes. Mais la question que je me posais, du coup, c'est comment vous avez fait, du coup? Alors, d'abord, il n'y a pas de fatalité et je trouve que les choses avancent positivement. Je vous disais que sur le plafond de verre, oui, il est toujours visible. C'est-à-dire que nous, quand on a fondé cette première association de mixité, on s'est quand même dit, super, ça va bouger vite. Et d'ailleurs, la direction générale, je m'en rappelle encore, disait, oh là là, mais dans 4 ou 5 ans, il va falloir qu'on s'intéresse à nos collaborateurs hommes, les pauvres, hein, ils seront inquiets, ils n'auront plus de carrière, enfin bon, on en est tout sauf là. Hein. Mais pour autant, ce que je disais, c'est que d'abord, il y a une vraie prise de conscience des directions générales, et si elles-mêmes n'ont pas de prise de conscience, ça n'avance pas. Alors, pourquoi elles ont pris conscience? Il y a un petit côté démagogique, il y a sans doute un côté aussi... c'est un sujet aujourd'hui qui est incontournable. Hein. Il n'y a plus une entreprise qui s'amuserait à ne pas traiter ce sujet. On est même plutôt chez HSBC sur d'autres sujets qui sont la multiculturalité que l'aspect homme-femme. Mais... Pour autant, il y a de plus en plus de femmes qui avancent, et quand on parle des rôles modèles, il faut qu'il y ait des femmes qui montrent que c'est possible, d'abord pour donner à votre génération l'envie d'y aller aussi, hein, parce que plus on sera de femmes à des postes plus ou moins importants, hein, moi je ne suis pas directrice générale de la banque, mais on ouvre toutes des portes et c'est très bien, et on est vigilante aussi à ce que demain il y ait de plus en plus de femmes dans les étages en dessous. Et c'est là qu'il y a un petit sujet aujourd'hui, c'est que moi, quand je dois promouvoir, quand je cherche un nouveau directeur de centre d'affaires, d'abord je suis très attentive à essayer de mettre des femmes, parce que je voudrais qu'il y ait un peu plus d'équilibre, et qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes malheureusement.
Mais j'ai un problème de base, c'est-à-dire que je ne vais pas non plus nommer une femme parce qu'il faut nommer une femme, quitte à ce qu'elle soit beaucoup moins bonne, parce que je ne suis pas sûre que je servirai la cause. Mais pour autant, ce que j'essaie de faire, on parlait de mentoring, de choses comme ça, j'essaie vraiment d'aller chercher maintenant des jeunes femmes, de plus en plus souvent, pour rapidement essayer de rattraper le retard et avoir demain une base de managers, j'allais dire en dessous, qui soit plus large pour qu'on ait plus de possibilités de les faire monter. Je ne crois pas aux quotas. Je crois par contre que vérifier qu'à chaque poste, il y ait bien des femmes visibles et nommées pour que chacun réfléchisse et se dise « Ah oui, au fait, j'avais oublié, il y a elle aussi, et ce serait peut-être possible. Et d'ailleurs, je prends le risque et c'est elle que je vais nommer. » Il y a plein de choses quand même qu'on met en place, mais il va falloir que vraiment on fasse monter de plus en plus de manageuses pour que progressivement on arrive à un choix qui nous permette d'être de plus en plus nombreuses au-dessus. Après, comment j'ai fait moi, j'allais vous dire, j'ai eu sans doute la chance pendant un certain nombre d'années d'avoir des résultats, parce que la première des choses, c'est quand même de bien bosser et d'avoir des résultats, c'est quand même ce qui fait. Et peut-être effectivement qu'il faut en avoir un peu plus que nos collègues masculins. Il faut sans doute faire nos preuves parfois un peu plus, c'est comme ça. Et ça aussi, j'espère que ça changera. Mais la première des choses, c'est d'avoir des résultats. La deuxième chose, c'est souvent de le faire savoir un peu plus. Le faire savoir, pas rester dans son coin en attendant et de se dire que tiens, ça se verra et donc on va venir me chercher. C'est pas vrai. Et puis la troisième chose, c'est que, alors moi j'ai peut-être la chance de le faire naturellement, moi je me suis toujours dit il faut que j'ai plein d'amis. Ayons des amis dans la banque, ayons des amis, c'est ce qu'on appelle ce fameux réseau. C'est entretenir un réseau qui n'est pas forcément les gens au-dessus, mais qui peut être vos pairs, qui peut être demain vos collaborateurs, qui peut être vos anciens copains de l'école. Il faut avoir un réseau de gens. L'intérêt, c'est quoi? C'est que d'abord, ça vous permet d'échanger, d'avoir de l'information, d'élargir votre compréhension du monde du travail et autres, et pas rester dans votre silo de votre métier. Moi, je suis salle des marchés, donc je reste salle des marchés, ou moi, je suis, je sais pas quoi. Parlez avec beaucoup de monde, entretenez. Là, vous avez la chance d'avoir plein d'amis. Et bien, lorsque vous serez sorti de l'école, entretenez des relations avec d'autres métiers, d'autres secteurs. Tout ça, ça vous enrichit. Et puis, au sein de votre entreprise, ça vous permet souvent d'avoir de l'information. Et qui a de l'information en amont est plus fort, se prépare mieux. Et puis, avoir aussi un réseau au-dessus de gens auprès de qui vous avez été visible, qui savent ce que vous avez fait et qui, le jour venu, seront un peu sponsors pour dire « Elle, fais-moi confiance, elle est top ». Voilà. Et donc, on peut lui confier le job. Parce que quand on est au dernier niveau de l'entreprise, il ne faut pas qu'on se trompe dans les nominations de collaborateurs. Et donc, quand il vous reste 3-4 candidats qui sont tous très bons, mais qu'il y en a un où vos collègues en qui vous avez confiance vous disent « Ah ben celui-là, moi, vas-y, fais-moi confiance, il est vraiment top », ben c'est celui-là que vous prenez. Voilà. Et donc, les femmes, on n'a pas l'habitude souvent ni de demander des services, ni d'aller demander... Et souvent, les femmes ne mesurent pas l'importance d'entretenir ce réseau. D'abord, parce qu'on a une deuxième vie. Une fois qu'on est rentré du boulot, effectivement, on a nos enfants, éventuellement un peu de logistique, voilà. Ça, c'est important. Et si c'est important, il faut y consacrer du temps. C'est comme ça. Et donc, plus vite vous le comprendrez, ça, plus vite vous verrez que c'est utile. Et qu'il y a un moment où, de toute façon, c'est juste obligatoire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Besse, pour tous ces bons conseils. On a Laurence Delorme qui va rebondir du coup sur la question qui vous a été posée. Oui, sur l'importance des réseaux. Et alors, je peux aller dans le même sens que Chloé. Moi, dans ma carrière, donc j'ai changé plusieurs fois de structure et ça s'est toujours fait par cooptation. Enfin, cooptation, des gens sont venus me chercher. Moi, je me suis jamais mise sur le marché. Donc, ce que je voudrais juste vous dire, parce que vous, au début de vos carrières, vous ne vous projetez pas forcément dans un schéma de rentrer dans une organisation et de chercher à y gravir tous les échelons. Donc, gardez toujours en tête que la vie professionnelle, elle est longue. Et que les amitiés professionnelles et les relations professionnelles que vous allez vous faire dans votre job dès le début, le fait d'avoir créé des relations, d'avoir travaillé avec des gens, ça reste toute la vie et on se recroise. Justement, ces réseaux professionnels, c'est aussi des amitiés, sans devenir vraiment amis, mais des relations de confiance qu'on a nouées avec des gens avec qui on a travaillé. C'est irremplaçable
quand on se retrouve plus tard à ce que soit à recruter une personne avec qui on a déjà travaillé ou à avoir une proposition d'une personne qu'on a déjà travaillé, ou quand on se retrouve comme moi depuis 10 ans, consultant, expert, voilà, pour récolter des missions et trouver des clients pour qui j'ai envie de travailler parce que j'aurai confiance dans le fait qu'ils vont me payer pour le travail que je vais faire. Tout ça, ça se construit pendant toute une vie et vous avez des outils beaucoup plus faciles qu'à mon époque. Hein. Vous avez tous les réseaux sociaux qui vous permettent de garder la trace, d'entretenir les réseaux, de dire où vous êtes et sachez que voilà, très souvent les parcours professionnels se construisent un petit peu par le hasard des rencontres qu'on a faites et de savoir saisir des opportunités, et que c'est bien sûr quand on se projette, quand on se construit un parcours à l'intérieur d'une organisation. Tout ce qui a été dit, je souscris entièrement, puisque moi j'ai passé 8 ans plus 15 ans donc chez Apple, puis chez PwC, dans ces grosses organisations. Oui, il faut faire savoir. Oui, il faut se faire connaître. Mais après, quand on veut changer d'air, changer d'organisation, passer de l'entreprise au conseil, retourner... donc ça, là, le réseau aussi devient encore plus important. Donc c'est vraiment mon message. Les réseaux plus pour les femmes, les réseaux féminins qui sont effectivement une réalité qui n'existait pas à mon époque, mais qui est extrêmement utile aussi. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Donc, je vois que l'heure tourne un petit peu et que les étudiants vont avoir cours très bientôt. Donc, je voulais tous vous remercier d'être venus à cette conférence. Donc, les étudiants, les professionnels, mais aussi du coup nos 7 intervenantes. Je remercie aussi Primonial pour cette initiative avec le Career Center. J'espère vraiment que ça ne vous a pas mis le moral dans les chaussettes et que ça vous a vraiment donné on va dire, de l'optimisme pour plus tard, et que les petites notes de bienveillance de nos intervenantes vous ont aussi aidé autant pour les hommes que pour les femmes. Et dans tous les cas, sur le campus de Paris et sur le campus de Lyon, on va sortir des amphis, mais vous pouvez toujours poser vos questions aux intervenantes qui vont rester. Merci beaucoup.